Lovecraft rêve dans la maison de la sorcière, un passage. Cette nuit-là, pendant que Gilman dormait, la lueur violette l'entoura avec une intensité plus forte. La vieille sorcière, avec la petite chose furieuse, s'approcha de lui de plus près qu'il ne l'avait jamais fait, se moquant de lui avec des hurlements inhumains et des gestes de démon. Il fut heureux de sombrer dans le vague crépuscule grondant des abysses, toujours à la poursuite de cet amas de bulles iridescentes et de ce minuscule polyèdre kaléidoscopique irritant qui le menaçait. Alors vint le passage, tandis que de vastes plans convergents sur une substance d'apparence glissante luisaient au-dessus et au-dessous de lui, un passage qui finissait dans un flash de délire, une explosion d'inconnu, une lumière étrangère dans laquelle le jaune, le carmin et l'indigo se mêlaient inextricablement dans une même folie. Il se retrouva mi-allongé sur une terrasse haute, entouré d'une fantastique balustrade, au-dessus d'une jungle infinie de pics incroyables d'extravagance, de plans inclinés, de dômes et minarets, de disques horizontaux posés sur des cônes, et d'innombrables formes de plus grande étrangeté encore, certaines de pierre, certaines de métal, qui brillaient avec splendeur dans la lueur taurine d'un ciel polychrome. Regardant vers le haut, il découvrit 3 disques de feu, chacun d'une teinte différente et à différentes hauteurs, au-dessus d'un horizon incurvé et lointain de montagnes basses. Au-dessous de lui, des gradins de hautes terrasses dressées en l'air aussi loin qu'il pouvait voir. La ville qu'il surplombait s'étendait au-delà des limites de la vision. Il espéra qu'aucun son n'en montrait. Le sol sur lequel il se releva aisément était fait d'une pierre veinée et polie qui n'était pas en ce pouvoir d'identifier. Et les dalles en étaient coupées en formes bizarrement angulées qui le frappèrent moins par leur asymétrie que parce que basées sur des symétries hors de la terre dont il ne pouvait interpréter les lois. La balustrade était à hauteur de poitrine, ouvragée avec délicatesse de fer forgé aux fantastiques arabesques, avec tout du long, à intervalles réguliers, de minuscules figurines aux dessins grotesques et d'exquises factures. Comme la balustrade elle-même, elle semblait faite d'une sorte de métal brillant, dont on ne pouvait reconnaître la couleur dans ce chaos d'éclats mêlés. Et la nature défiait radicalement toute conjecture. On aurait dit un objet en forme de fût nervuré, avec de minces bras horizontaux, un peu comme des barreaux rayonnants autour d'une ceinture centrale, et des bulles ou protubérances projetées depuis la tête et la base de ce fût. Chacune de ces protubérances servait d'accroche à 5 bras triangulaires, plats, longs et effilés, disposés tout autour comme les pointes d'une étoile de mer, pratiquement à l'horizontale, mais s'incurvant légèrement par rapport au fût central. La base des protubérances inférieures se raccordait à la longue rambarde avec des points de contact si délicatement sculptés que plusieurs des figurines s'étaient brisées et avaient disparu. Chacune faisait environ 12 centimètres de haut, tandis que les bras étendus leur donnaient un diamètre maximum d'environ 6 centimètres. Quand Gilman se releva, il lui sembla que les dalles étaient chaudes sous ses pieds. Il était entièrement seul, et sa première réaction fut de marcher vers la balustrade et d'affronter la vue vertigineuse de la ville cyclopéenne, et enfin il surplombait de plus de 600 mètres.
En écoutant avec attention, il perçut la confusion de faibles sifflements musicaux, couvrant un large spectre tonal, émis depuis les étroites ruelles d'en dessous, et il examina avec attention s'il apercevrait quelques habitants du lieu.